Alors, bonsoir, bienvenue à cette présentation sur la respiration holotropique. Ça devrait durer à peu près 1h15 à 1h30, la présentation. Il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de mots qui vont se dire, mais c'est important de le faire avant. Ça aide beaucoup à ajuster ses attentes pour l'expérience de respiration holotropique. Et ça évite surtout aussi d'avoir beaucoup trop d'informations la journée de l'expérience. Quand on tombe dans l'expérience, l'idée, c'est pas d'être dans les mots ou dans la rationalité. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire ce travail-là. C'est pour ça qu'on fait la rencontre un peu avant. Première question, justement, qu'est-ce que c'est que la respiration holotropique? Donc, avant d'arriver à exactement qu'est-ce que c'est, on va mettre un peu le contexte historique dans lequel ça a été créé, la respiration holotropique. Dans fin des années 30, une première fois, le LSD 25 est synthétisé, ça dort un petit peu sur les tablettes, et une certaine journée de 1943, un gars qui s'appelle Albert Hofmann, qui travaille en Suisse pour la compagnie Sandoz, décide se demande pourquoi il s'est rien passé avec cette molécule-là, et décide de la resynthétiser, de retravailler un peu avec, et il a une expérience assez particulière avec le LSD. Donc, c'est la première intoxication au LSD qui se passe. Et ensuite, il a décidé de retester la chose en prenant une dose minuscule et très sécuritaire de 400 microgrammes. Pour n'importe quelle substance, c'est presque une dose homéopathique, mais pour le LSD, ça s'avère que c'est une dose assez massive. Et c'est là où il a eu une espèce d'expérience très, très intense et il s'est dit, wow, il y a quelque chose à faire avec ça. Ceci dit, donc pendant plusieurs années, on était dans la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ça a commencé un peu à se répandre. Mais à un certain moment, Sandoz, le laboratoire qui était propriétaire de la molécule, s'est dit, on va essayer de trouver quelque chose à faire avec ça, il y a sûrement du potentiel, et on a décidé d'envoyer par la poste des échantillons de LSD dans à peu près tous les départements de psychiatrie, de médecine, de psychologie qu'il y avait un peu partout sur la planète, en leur disant, essayez de trouver quelque chose à faire avec ça. À l'époque, il y a un jeune homme qui s'appelle Stanislav Grof, qui est au début de la vingtaine, qui suit des études de psychiatrie à Prague, en Tchécoslovaquie, la Tchécoslovaquie à l'époque, qui est un pays communiste. Et donc, il fait partie des tout premières personnes à essayer ça. Donc, les professeurs et les étudiants commencent à l'essayer entre eux avant de voir qu'est-ce que c'est. Et la première expérience, c'est une expérience où ils décident d'y aller en isolation sensorielle avec un stroboscope, une dose massive et tout. Bref, ils sont allés avec. Et Stanislav Grof a une expérience littéralement spectaculaire qu'il a raconté plusieurs fois. Là, c'est possible d'aller sur Internet, de trouver je n'irai pas dans tous les détails. Il la raconte beaucoup mieux que je pourrais le faire d'ailleurs. Et donc, il a une expérience, et la façon dont il décrit, c'est que justement toute sa formation en psychiatrie, tout ce qu'il avait appris sur le fonctionnement de la psyché, était absolument inutile pour expliquer son expérience. Donc, il s'est dit, il y a certainement des petits trous dans mes connaissances. Ça a un peu orienté le programme de recherche et de ce qu'il a fait pour toutes les années à venir et qu'il continue de faire encore aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Donc, il a travaillé très sérieusement, mais de façon très scientifique sur le LSD. Éventuellement, au moment du printemps de Prague, il était aux États-Unis. Il a décidé de ne pas rentrer en Tchécoslovaquie. Il a continué les recherches ici. Mais dans sa carrière en Tchécoslovaquie et aux États-Unis, il a dirigé directement où il a eu accès par ses équipes qui travaillaient à près de 7000 sessions de thérapie sous LSD. Ça, c'est une quantité assez spectaculaire qu'on considère qu'une thérapie sous LSD peut durer à peu près 10 ou 12 heures facilement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu thérapeutique. Et donc, à regarder, à évaluer, à interagir avec des gens, il s'est rendu compte que c'était vraiment une substance absolument phénoménale et que les états de conscience non ordinaires amenaient quand même des choses absolument impossible à amener autrement au niveau du traitement, de certains traitements, de la guérison de certains phénomènes. Bien sûr, il y a eu des dérives dans les années 60 parce que d'autres personnes n'ont pas été aussi sérieux que Stan Grof dans leur recherche. Beaucoup de gens sont simplement partis sur la fête avec ça. Et ça faisait très, très peur dans les années 60. Alors, la réaction institutionnelle a été brutale. C'est devenu tout simplement interdit de travailler avec ces substances-là. La toute dernière étude s'est arrêtée en 1978. Et donc, c'était
après ça, c'est devenu illégal de travailler avec le LSD. Avant ça, quand même, Stan Grof trouvait que l'utilisation des états de conscience non ordinaires était très utile et il voulait trouver une façon, parce que pour lui, la substance était quand même secondaire. L'important, c'était d'atteindre les états de conscience non ordinaires. C'est ça qui était l'espace qu'il voulait atteindre. Et donc, c'est pour ça qu'il a développé une méthode avec son épouse Christina pour atteindre les états de conscience non ordinaires. Et cette méthode-là, c'est la respiration holotropique. Il a développé ça au cours des années 70, basé sur tous ses travaux antérieurs, 80, et éventuellement dans les années 80, les gens qui faisaient ça avec lui lui disaient, à un moment donné, Stan, il va falloir que tu nous montres comment tu fais, c'est quoi cette méthode-là. Donc, il a formalisé beaucoup son processus. Il y a des gens qui l'ont aidé et il a créé une formation. Donc, en 1989, les premières personnes qui sont devenues des facilitateurs de respiration holotropique ont été formées. Et donc, ça se fait depuis ce temps-là. Donc, les premiers facilitateurs certifiés, on dit, ça date depuis 1989. Philippe Lévesque, qui va travailler avec nous samedi, avec qui je travaille depuis que j'ai commencé dans ça, a été certifié en 1991. Donc, c'est vraiment un des pionniers dans ça. Je vais me présenter moi-même. Maintenant, je suis Alain Meunier. Je suis facilitateur de respiration holotropique depuis 2011. J'ai découvert cette méthode-là en 2007 en lisant un livre de Guy Corneau dans lequel je raisonnais beaucoup avec tout ce qui était dans ce livre-là et j'avais toutes les références et à un certain moment, il parle de respiration holotropique de Stanislav Grof et je ne connaissais pas du tout. Alors, je me suis dit, je pense que ça va être intéressant et effectivement, ça a été extrêmement intéressant. On a fait une première session de respiration holotropique. J'ai lu la théorie de Stan Grof et ça a été le coup de foudre et j'ai décidé de suivre la formation. Donc, depuis 2011, j'organise des ateliers dans la région de Montréal, mais aussi un peu ailleurs, à l'extérieur aussi. Ça va être notre 55e atelier qu'on fait samedi le 13 avril. Revenons à la respiration holotropique. Donc, l'idée des états de conscience modifiés. Pourquoi les états de conscience modifiés pour l'exploration? Les états de conscience modifiés, leur utilité, en fait, moi, j'ai une métaphore que j'utilise parce qu'en fait, au niveau scientifique, on commence à avoir de la recherche parce qu'il y a une renaissance psychédélique, il y a des recherches qui se font avec des psilocybines, la MDMA, l'ayahuasca. Éventuellement, j'imagine que l'ibogaïne et d'autres substances comme ça vont être utilisées et vont être l'objet de recherche. Mais les connaissances commencent à peine à s'accumuler. Il y a eu beaucoup de recherches dans les années 50-60, mais on a une autre façon de comprendre aujourd'hui le cerveau, le fonctionnement de tout ça. Et c'est ça. Donc, ça, c'est une partie. Ceci dit, les états de conscience altérés ne sont pas l'exclusivité des molécules. Il y a d'autres façons d'atteindre des états de conscience non ordinaires. Et ces états de conscience-là sont bien connus de tous les peuples humains depuis pratiquement la nuit des temps. C'est-à-dire que la plupart des groupes humains, des cultures, des tribus, d'à peu près n'importe quel ensemble humain, ont eu des rituels dans lesquels certains utilisent des molécules, bien sûr, d'autres vont utiliser la danse, la musique, le jeûne, des sweat lodges, certains vont utiliser presque de la torture physique, la privation de sommeil, la méditation, la prière intense. Donc, il y a toutes sortes de façons d'atteindre des états de conscience non ordinaires. Et la fonction de ces états de conscience non ordinaires-là semble être de transiter pour beaucoup pour certains, ce qu'ils vont appeler les royaumes divins, les royaumes infernaux, les royaumes archétypaux. En tout cas, ça semble nous permettre d'entrer en contact avec, disons, soit des formes d'intelligence qui sont non humaines, des formes d'intelligence supérieures ou autres, ou peut-être que c'est des fonctions psychologiques qu'on peut atteindre seulement par ces états-là. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce que c'est, mais ça a une fonction. Ça permet de répondre à des questions fondamentales sur le sens des choses, sur le pourquoi, beaucoup plus que le comment. C'est des questions fondamentales sur le sens de la vie, sur sa place dans le groupe, sur sa mission dans l'existence. Et ces états de conscience-là sont souvent utilisés de façon très, très ritualisée. C'est pas tout le temps utilisé, les gens ne vont pas faire ça. Il y a des gens qui gardent ces secrets-là, qui gardent les rituels, qui organisent les rituels, et c'est toujours très, très contextualisé, ces utilisations d'états de conscience-là. Pourquoi les états de conscience non ordinaires? Moi, j'ai une explication qui est très métaphorique, qui n'est absolument pas scientifique, mais elle me satisfait. Et des fois, en fait, l'expérience me satisfait. Je suis très empiriste. On a besoin, des fois, juste l'expérience
Et quand quelque chose fonctionne, ben pourquoi pas. L'idée de l'état de conscience ordinaire, on a par exemple 2 yeux, hein, c'est pour voir la profondeur. Ça nous donne une idée de profondeur. On a 2 oreilles, ça nous permet de localiser dans l'espace les sons. Alors, ben, la même chose avec les états de conscience. Si on s'intéresse à une question, à un problème, à quelque chose, avec un état de conscience, ben, on n'a pas de profondeur, on n'a pas de distance, on n'a pas de capacité à trianguler la question. Alors, probablement de se questionner sur quelque chose sur lequel on se questionne déjà, mais dans un état de conscience non ordinaire, ça nous permet justement de créer cette espèce de triangulation qui va nous donner beaucoup de profondeur à une question, qui nous permet d'avoir un nouvel éclairage, donc une nouvelle façon d'y réfléchir, une nouvelle façon d'y penser. C'est essentiellement, pour moi, la fonction de ces états de conscience-là. Donc, si on se ramène juste dans le contexte de la respiration holotropique, donc la respiration holotropique, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est 3 choses. Moi, je militerais pour un changement de traduction. On utilise le mot respiration holotropique. J'aimerais utiliser le mot en anglais, c'est breathwork. Puis la traduction de ça serait presque respi-travail. Et ça, c'est la partie, justement, où, quand j'ai discuté avec des gens, c'est insister sur cette partie-là en anglais, breathwork. On insiste beaucoup sur la respiration, mais il faut insister aussi beaucoup sur le travail. C'est un travail respiratoire. C'est du travail. Si vous avez déjà fait de la méditation, c'est du travail. Si vous faites du yoga, le yoga, il y a du travail en arrière de ça. Toutes ces disciplines-là, il y a du travail. C'est pas simplement quelque chose qui arrive comme ça, de façon magique, extérieure. Il y a vraiment une partie très active de travail pour se placer dans les bonnes conditions pour être ouvert à l'expérience. Donc, je vais quand même utiliser le mot respiration, mais dans ce cas-là, il faut entendre respi-travail, travail respiratoire ou quelque chose. Donc, la respiration, évidemment, respiration holotropique, commençons par la première chose. Oui, effectivement, la respiration est importante. Absolument, c'est sûr. Donc, qu'est-ce que c'est que cette respiration-là? La respiration holotropique, c'est, par rapport à beaucoup d'autres travails respiratoires, c'est étonnamment peu technique, beaucoup plus simple d'une certaine façon. Vous allez être presque déçu par la technique. La technique, en fait, de respiration holotropique, c'est respirer un peu plus profondément, un peu plus rapidement que d'habitude, de façon soutenue, et autant que possible de façon circulaire, c'est-à-dire en faisant pas de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et donc, juste en respirant, de façon soutenue, l'idée, c'est qu'on respire jusqu'à ce qu'on soit surpris. Ceci dit, une des belles choses de la respiration holotropique, et de tout le contexte qui va avec, c'est que l'idée, c'est que les gens qui font la respiration sont en contrôle de leur expérience. Les gens qui respirent, c'est vous qui êtes en contrôle. Donc, vous pouvez décider de jouer avec votre respiration. Puis si vous voulez y aller avec la pédale dans le fond, vous pouvez y aller comme ça. Hein? Vous pouvez respirer encore plus vite que ça. Vous pouvez respirer, accélérer, ralentir, jouer avec. Oups, c'est vraiment vous qui contrôlez la vitesse. Vous avez la pédale de gaz, qui contrôle la pédale de gaz complètement. Est-ce qu'on respire par la bouche, par le nez? Comme vous voulez. Hein? Quand on respire par la bouche, on a plus de volume, mais il faut peut-être boire une petite gorgée d'eau plus souvent. Alors, c'est vraiment la personne qui respire qui décide. L'idée, c'est de maintenir la respiration et de respirer jusqu'à ce qu'on soit surpris. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la technique de la respiration holotropique. Je pourrais expliquer ça probablement en 14 secondes. Ceci dit, vous allez voir pourquoi c'est facile. Donc, la respiration, ben encore une fois, comment la respiration, les gens vont se dire, mais comment la respiration peut nous amener dans un autre état? Comment la respiration peut nous amener dans un autre état? Ben, il y a plusieurs méthodes de respiration qui sont peut-être beaucoup plus techniques, justement, qui arrivent à faire des choses assez spectaculaires. Quand on regarde la méthode Wim Hof, ça a quand même des résultats assez étonnants. Le but de la respiration holotropique n'est pas de nous faire résister au froid ou des choses comme ça. Le but, c'est vraiment de simplement nous permettre d'être présent, attentif à des choses que normalement on n'aperçoit pas, ou des processus, ou des réactions, ou quelque chose qui se passe dans notre psyché et qu'on ne prend pas le temps d'observer d'habitude. C'est vraiment ça l'idée. Ça peut aussi stimuler l'émergence de certains de ces principes-là. Et donc, moi j'aime bien l'idée que la respiration, c'est aussi une belle métaphore, hein, parce que c'est probablement un des seuls, avec le clignement d'œil, c'est le seul processus physiologique qui est à la fois inconscient et conscient. C'est un processus qui va se faire automatiquement. On n'a pas besoin de penser à respirer, on respire, on dort, on respire. Les clignements d'yeux aussi, ça se fait
quelquefois, puis on n'est pas censé penser, mais c'est deux phénomènes sur lesquels on peut absolument prendre le contrôle si on veut. Donc, je peux décider à volonté. Je ne peux pas faire ça avec mon battement cardiaque. Ben, je peux augmenter mon battement cardiaque, mais pas, je ne peux pas dire, OK, là, il est à 140. Là, non, c'est pas aussi facile que ça. Je ne peux pas augmenter comment mon foie fonctionne. Tout ça, je ne peux pas augmenter ça. Mais la respiration, oui. Donc, ça me semble être le parfait endroit pour justement la parfaite interface entre le conscient et l'inconscient. C'est un phénomène qui est à la fois les deux, dans lequel on peut. Donc, ça m'a l'air d'une parfaite porte d'entrée pour l'inconscient, ou la psyché, disons. Donc, c'est ça. C'est pas mal pour la respiration, première partie. Ceci dit, la respiration, en même temps, il ne faut pas être absolument obsédé par la respiration. Parce que la respiration va permettre d'ouvrir des choses, que des choses se passent, mais contrairement par exemple à la méditation, en méditation, certaines méditations vont vous dire, bon, on médite, vous observez votre respiration, puis quand votre esprit commence à voyager ailleurs, revenez sur votre respiration, revenez sur votre respiration. En respiration holotropique, c'est pas ça. On respire pour qu'il se passe quelque chose. Donc, s'il se passe quelque chose, une image, une expérience physique, on verra tout à l'heure qu'est-ce qui peut se passer en respiration. S'il se passe quelque chose, l'idée, c'est pas de revenir à votre respiration, non, c'est d'aller avec ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'éventuellement, ça perde un peu d'énergie, vous ne savez plus trop quoi faire, puis là, OK, on va recommencer à respirer. Dans un cycle, dans une période de respiration qui va durer 3 heures, à peu près 3 heures, ce cycle-là peut se faire plusieurs fois, c'est-à-dire que vous pouvez recommencer plusieurs fois à respirer, il se passe quelque chose, vous revenez à la respiration, vous recommencez, ou des fois, ça peut être juste un très grand cycle. C'est très différent pour tout le monde. Et il y a aussi des gens, des fois, pour qui la respiration, juste créer le contexte, c'est suffisant. Juste le fait qu'on va arriver dans un espace où on va donner la permission d'être ici, présent à ce qui se passe, d'ouvrir la psyché et d'y aller, avec des gens qui vont se permettre d'y aller. C'est rare qu'on se donne ce temps-là. Quand est-ce qu'on se donne ce temps-là? Très, très rare. Donc, juste le fait de s'offrir cette permission-là, pour certaines personnes, ça va être déjà assez. Ils vont juste se coucher, ils n'auront même pas de penser à respirer, il y a déjà quelque chose qui va se passer. Donc, oui, la respiration est absolument fondamentale et elle peut être absolument inutile aussi. Ça dépend des personnes, on ne peut pas savoir non plus à l'avance. Des fois, d'une personne à l'autre, quelqu'un va avoir besoin de respirer très très longtemps, puis d'autres personnes vont avoir besoin de respirer juste quelques respirations, puis vont être parties. Encore une fois, il n'y a pas une façon correcte et incorrecte. Il y a des moments où notre psyché est plus gardée, va vouloir être plus... va s'ouvrir moins facilement, d'autres fois, va s'offrir plus facilement. Il y a des gens qui vont avoir plus de facilité, d'autres personnes plus de difficultés. On ne peut pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Première partie de l'expérience, respiration. Cette respiration-là ne se passe pas dans le vide. Hein? Elle se passe donc, on est dans un espace, on va travailler en équipe, je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais il y a de la musique aussi. Donc, deuxième élément de la respiration. Qu'est-ce qui fait que la respiration, c'est la respiration holotropique? Première chose, cette respiration-là qu'on a vue, circulaire, en augmentant le volume et en soutenant. Deuxième chose, la musique. Il va y avoir de la musique dans l'espace, une musique assez forte quand même, qui va justement durer pas mal l'essentiel de la durée de l'expérience, donc presque 3 heures. Et cette musique-là ne vise pas à diriger l'expérience. Elle vise à l'encadrer, à créer un espace. Parce que là, on est couché, on respire, et donc si on se met à entendre tous les bruits dans la pièce, ça risque d'être assez difficile de rester avec son processus, parce qu'on va être dérangé par toutes sortes de choses. Donc là, il y a de la musique forte qui joue, donc il y a juste les très gros bruits qu'on va entendre. S'il y a des très gros bruits, on va les entendre. Mais on va être généralement capable de rester les yeux fermés dans son expérience et de rester présent à ce qui se passe pour nous. Donc, ça donne ça. Aussi, ça donne l'énergie. Une bonne musique, on commence par une musique qui est généralement pas mal rythmée pendant la première heure et quart. Pour ça, tranquillement, la musique inclut de plus en plus de mélodies, de plus en plus d'émotions pour amener vers ce qu'on appelle un breakthrough, une espèce de relâchement émotif. Et après ça, la musique diminue jusqu'à être presque rien à la fin. Donc, l'idée, c'est juste d'accompagner, puis ça nous aide, même si on n'a jamais respiré, on va se timer tranquillement, savoir que bon, quand la musique commence à diminuer, puis là, vraiment, ça tombe presque rien, là, c'est peut-être le moment de me préparer à revenir et puis de diminuer tranquillement l'intensité de l'expérience pour revenir. Donc ça, on est capable de le faire presque inconsciemment quand on est entouré de la musique comme ça. Vous allez voir d'ailleurs juste la musique, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'est une expérience déjà assez spectaculaire. La musique est très intéressante, c'est une musique où on ne mettra pas, typiquement pas de mots français, anglais, espagnol, italien ou dans des langues trop connues.
pour pas induire l'expérience. On ne mettra pas des musiques non plus qui vont être trop connues, associées à quelque chose. Par exemple, je ne mettrai pas le thème de Star Wars ou de Lord of the Rings ou en tout cas des films qui sont trop connus comme ça parce que ça induirait du contenu tout simplement. C'est possible que quelqu'un vous entende une musique que vous connaissiez qui est très... Habituellement, c'est des musiques que la plupart des gens n'ont pas trop entendues, mais bon, ça se peut qu'on tombe dans votre style de musique et qu'il y ait plusieurs musiques que vous connaissiez à ce moment-là. Hein? Des musiques relaxantes? Je dirais pas relaxantes. À la fin, oui, c'est des musiques quand même assez douces, assez détendues, mais au début, c'est des musiques qui sont là pour faciliter le mouvement, l'énergie, la respiration. Donc, c'est pas mal ça, la musique. Ceci dit, ça, c'est intéressant aussi, parce que par rapport à la musique, hein, et je vais y arriver tout à l'heure là-dessus, mais déjà, l'intérêt dans la respiration holotropique, c'est pas... On n'est pas détaché de l'expérience. Hein. Il faut sortir du modèle médical dans lequel on arrive à faire quelque chose, quelqu'un nous fait quelque chose, et après ça, on voit le résultat. On participe à cette expérience-là. On ne fait pas juste participer, vous la contrôlez, vous la décidez, l'expérience, et vous appartient à 100%, puis vous avez le plein pouvoir dessus. C'est rare qu'on vous offre ça, puis en même temps, on va dire, oui, on aime ça avoir du pouvoir, mais dans les faits, on n'est pas trop sûr qu'on aime ça avoir du pouvoir des fois. Et, par exemple, il y a des gens qui vont arriver, « Ah oui, je pouvais avoir une belle expérience, mais oups, la musique m'a dérangé parce que ou quelqu'un s'est mis à faire du bruit dans la pièce, et quelqu'un a crié, tout ça. » Mais l'idée en respiration holotropique, c'est d'utiliser tout ce qui se passe comme un outil pour travailler. Peu importe ce qui se passe, on utilise ça comme un déclencheur pour travailler. Je vais revenir à la musique tout à l'heure, puis je vais revenir à ce concept-là tout à l'heure. Je vais vous donner un exemple. Première chose, respiration, donc, sur la respiration holotropique. Deuxième chose, la musique. Troisième chose, le travail corporel. Quand on respire, en fait, des fois, ce qui peut se passer, ça peut être toutes sortes de choses, mais souvent, il va y avoir des sensations physiques, parce que le corps, souvent, il va se mettre à parler. Donc, ça se peut que notre corps veuille bouger. Donc, l'idée, c'est on va laisser bouger le corps. On va suivre le mouvement. On est couché sur le dos. Par exemple, on va laisser le mouvement, puis on peut avoir du mouvement. Des fois, on ne peut pas avoir de mouvement, on peut avoir des sensations très, très intenses. Mais qu'est-ce qui se passe si on a des sensations très, très intenses? Une stratégie fondamentale en respiration holotropique, puis ça diffère beaucoup, puis ça fait partie beaucoup de la philosophie de Stan Grof, c'est le concept de l'amplification des symptômes. Dans la médecine qu'on connaît habituellement, on va fonctionner en diminuant les symptômes. Puis sur bien des affaires, c'est une très, très bonne idée. Je ne veux pas dire l'idée, c'est pas de dire que toute la médecine, c'est mauvais. Il n'y a pas de compétition. Il y a juste plusieurs façons qui peuvent peut-être se compléter si on les utilise. Ceci dit, la stratégie qui est utilisée dans la presque totalité de la médecine, c'est toujours la suppression des symptômes. Éliminer les symptômes, on élimine les symptômes, on élimine. Ceci dit, quand on élimine les symptômes, des fois, ils sont très pratiques, les symptômes. Parce que si on élimine les symptômes, c'est un peu comme si on n'écoute pas son sonore ou son radar. À un moment donné, on peut vraiment pogner le mur. Donc, c'est bien de pouvoir les éliminer, mais c'est bien aussi de pouvoir les écouter. Puis la respiration holotropique, l'idée, c'est de les écouter. Écouter tout ce qui se passe, amplifier. Peu importe ce qui se passe, on le rend plus gros, on l'exagère. Si c'est une émotion, on y va à fond. Si c'est une image, on essaie de ne pas la juger, ou une expérience qu'on trouve qui n'a juste pas d'allure, on essaie de ne pas la juger, on embarque dedans, on y va à fond, on pluguera le cerveau plus tard. Pour l'instant, l'idée, c'est juste d'être dans ce qui se passe là. Mais quand c'est une sensation physique qui se passe, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Bien, pour l'augmenter, souvent, ce qu'on va proposer, c'est que quelqu'un qui expérimente quelque chose peut demander à un facilitateur, hein, les gens qui sont plutôt, ou à la personne qui va accompagner, qu'on va dire en anglais le sitter, le veilleur, l'accompagnateur, peut demander à son accompagnateur, son accompagnatrice de l'aider avec le travail corporel, mais il peut demander aussi au facilitateur. Par exemple, j'arrive, je respire, puis là, tout d'un coup, dans ma respiration, je sens que j'ai comme si un gros poids sur la poitrine. Qu'est-ce que je fais avec ça? L'idée, c'est que des fois, dans les symptômes physiques, va se cacher quelque chose d'autre. Ça peut mener vraiment sur ailleurs. Donc, comment on augmente la pression sur la poitrine? Bien là, on va demander, par exemple, vous demandez. Moi, je ne peux pas intervenir dans votre respiration. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne tout à l'heure, mais vous pouvez sortir de votre respiration n'importe quand. Vous êtes en contrôle. Donc, vous pouvez lever la main, ouvrir les yeux, dire à quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe avec ça, peux-tu m'aider ou y a-t-il quelque chose à faire avec ça? Si vous me demandez, je peux vous donner un coup de main. Donc,
Vous avez une pression sur la poitrine, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, tu travailles avec? Oui. Alors là, on va nous augmenter la pression. Je vais, par exemple, mettre un oreiller, mettre du poids, et vous demandez, vous, de pousser contre la pression. Je ne suis pas en train de faire un massage énergétique, je ne suis pas en train de faire des manipulations physiologiques ou rien du tout. Je suis en train d'offrir de la résistance pour vous permettre d'amplifier la pression que vous ressentez. L'amplifier autant que vous pouvez. C'est vous qui faites le travail. Moi, je fais juste offrir la résistance et là, vous poussez. Et en poussant, des fois, quand on dit ça, tout d'un coup, on augmente cette sensation-là. La pression n'était pas là pour rien. Il y a quelque chose qui se passe. Et là, en augmentant la pression, ça se transforme vers quelque chose d'autre. Il y a une émotion, il y a une image, un souvenir, quelque chose qui peut se passer. Des fois, c'est juste la sensation qui va se déplacer. Des fois, ça peut juste diminuer, s'en aller. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est une très, très belle porte à explorer. C'est ça. Donc, le travail corporel prend cette forme-là, prend aussi la forme des fois d'assistance. Parce que des fois, en respiration, on ne respire pas tout seul. On respire à deux. Dans une journée typique, c'est pour ça que c'est une très longue journée qui commence vers 8 h le matin, qui finit vers 6-7 h le soir. Parce qu'il y a 2 séances de respiration dans la journée de 3 heures. Une fois, on respire en équipe. Donc, une fois, vous allez respirer comme couché, vous allez respirer. Et l'autre fois, vous allez assister et vous allez échanger les rôles durant la journée. C'est une des caractéristiques, une des choses que je trouve les plus spectaculaires, les plus magnifiques de la respiration holotropique, cet échange de rôles-là. En même temps, le travail qu'on fait comme accompagnateur, accompagnatrice est souvent aussi spectaculaire et aussi important et aussi profond que celui qu'on va faire dans la respiration. Je vais y arriver tout à l'heure. Donc, quand on respire, des fois, justement, l'idée d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, c'est pas pour... On peut avoir cette idée-là. Des fois, il y a beaucoup de personnes qui me disent, des fois, ouais, mais moi, ça va m'inhiber d'avoir quelqu'un qui me regarde pendant que se passe quelque chose. Premièrement, on est dans un groupe, tout le monde va faire la même chose cette journée-là. Tout le monde, et c'est assez étonnant de voir comment, dès l'ouverture du cercle le matin, là, on se détend puis on vient très ouvert. Parce que quand on a 50 personnes qui sont là puis qui décident qu'aujourd'hui, ils vont explorer, puis ils vont travailler à fond, puis ils vont se lâcher lousse, puis ils vont y aller, c'est très inspirant. Ça se peut que ça inhibe certaines personnes, mais c'est très étonnant comment ça peut être propulsant au contraire. Et quand on sent qu'on a quelqu'un avec nous, ben, ça nous permet d'aller plus loin. Parce qu'on n'a plus tout d'un coup à... Si on entend un bruit quelque part, on n'a pas à s'inquiéter de savoir s'il y a quelqu'un qui est en train de courir et qui va venir me taper dessus ou quelque chose. Il y a quelqu'un qui est fâché dans la pièce, il y a quelqu'un qui est assis avec les yeux ouverts qui regarde ça, puis tant qu'il ne vous a pas donné de signal, ça veut dire qu'il n'y a pas de danger. Donc, vous pouvez continuer à respirer. Vous n'avez pas à vous occuper de la réalité. Vous avez juste à s'occuper de vous-même, de l'expérience et de ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui s'occupe de la réalité pour vous. Ça permet d'aller à fond sans se déranger. Aussi, s'il y a un moment difficile qu'on traverse des fois, on va dans une zone qui est très inquiétante, très difficile, ça peut être très plaisant d'avoir juste quelqu'un qui nous tient la main ou quelqu'un qui va nous prendre dans ses bras ou quelqu'un qui va être juste là. Ça peut être très, très rassurant et donc ça va nous permettre de rester avec quelque chose et d'aller plus loin. Donc, le travail corporel, entre guillemets, c'est ça. C'est du soutien pour le travail corporel que vous allez faire sur vous-même. C'est vous qui décidez de ce qui se passe. C'est vous qui décidez de quand ça commence, de quand ça arrête, de si ça se fait, de si ça ne se fait pas. Vous êtes en contrôle. Donc, premier élément de la respiration holotropique, respiration, musique, travail corporel. Et je suis pas mal embarqué dans le dernier élément qui est le dernier élément spécifique à la respiration holotropique, qui est le fait que justement on a 2 rôles dans la journée, celui d'accompagnateur et celui de respirant. Je vais regarder les 2 rôles. Donc, quand on respire, l'idée, on va être couché, on va avoir les yeux fermés. On va respirer de la façon dont j'ai expliqué tout à l'heure, de façon circulaire, un peu plus profondément, un peu plus rapidement que d'habitude. On respire. Et on respire jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Notre travail comme personne qui respire et le travail de la respiration, c'est d'être attentif à ce qui se passe, puis d'y aller et d'essayer d'embarquer dans ce qui se passe. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer beaucoup de choses. Première chose, on a dit des sensations physiques. S'il se passe des sensations physiques, c'est là où on a besoin de travail corporel, on peut y aller, on peut travailler, on peut essayer d'exagérer, d'aller à fond dans le travail physique. Il peut y avoir des émotions.
Ben, il peut y avoir les émotions, toutes les émotions les plus habituelles, la peine, la colère, la rage, la mélancolie, la honte, l'ennui, la frustration. N'importe quelles émotions peuvent se manifester. Et l'idée, encore une fois, c'est d'y aller, de rester avec ce qui est là, d'y aller à fond autant que possible. On n'essaie pas de juger l'émotion. Il n'y a pas une émotion qui est mieux qu'une autre. Il y a juste celle qui va être là, qui va se manifester. Puis il y a une émotion, donc on essaie d'y aller à fond. Si on a de la peine, on essaie d'aller au fond de la peine. Si on a de la colère, on essaie d'y aller au fond, sans se blesser, sans blesser d'autres personnes. Il y a des façons justement d'aller explorer la colère et d'y aller vraiment à fond, sans mettre personne en danger, ni soi, ni personne en danger. Si on a la peur aussi, on essaie d'y aller. Ben, c'est dur d'aller à fond dans la peur, parce que la peur, ça a tendance à nous arrêter beaucoup. Mais on peut au moins essayer de rester avec la peur sans s'enlever de là exactement. Ça fait une belle stratégie. Donc, c'est ce qu'on fait avec les émotions. Donc, les sensations physiques, les émotions. Après ça, il y a des expériences d'autres types, des expériences qui vont être souvent des souvenirs. On va revisiter des expériences qu'on a eues, donc qui vont souvent peut-être ou non associer à des sensations physiques ou des émotions. On va avoir des souvenirs, des images, on va se souvenir de certaines choses sur lesquelles on n'a pas porté attention. On va regarder différemment certaines choses, des relations avec nos proches, avec nos parents. On peut avoir toutes ces expériences-là. Et on peut avoir des expériences aussi qui sont complètement autres, des expériences pour lesquelles on n'a pas de mots. Des expériences qui s'apparentent aux expériences chamaniques, à des expériences de vie antérieure, des expériences de juste voir des images, des couleurs, des expériences d'identification avec des animaux, avec des forces, avec tout ce genre d'expériences-là. Donc l'idée, encore une fois, quand on va dans ces choses-là, c'est d'essayer de ne pas juger ces expériences-là, de les laisser aller, de rester avec ces expériences-là jusqu'à ce qu'elles soient au bout de leur énergie, pour ça de recommencer à respirer et continuer un nouveau cycle. Je répète ça beaucoup, c'est parce que c'est le principal obstacle. Et avec l'expérience, je me rends compte que la principale difficulté en respiration, premièrement, si on va faire cette expérience-là, c'est parce qu'on veut aller plonger, parce qu'on veut aller voir ce qui est là. Mais ce qui est là, il y a des choses qui sont absolument magnifiques, splendides, géniales et très belles, mais il y a des choses qui sont aussi très, très, très inquiétantes. On a tous des peurs, des terreurs qui sont absolument irrationnelles, qui sont là. Et donc, quand on ouvre la psyché, on ouvre aussi cette boîte-là. Et donc, c'est sûr qu'il y a une partie de nous qui veut ouvrir la patente, mais il y a une partie qui résiste, qui ne veut pas. Alors, ça se pourrait que l'expérience de respiration, ça soit essentiellement de négocier entre ces deux parties-là. Oups, quelque chose qui veut, puis quelque chose qui ne veut pas. Puis juste sentir sa résistance tout le long. Parce que puis comment ça se manifeste, la résistance peut se manifester de plein de façons, des fois de façon très claire. Hein. Des fois, ça peut se manifester par « il ne se passe rien ». Il ne se passe rien. Ben, ça se peut, parce que le meilleur moyen de défense qu'on a, c'est de dire « il n'y a rien à voir hein? ». Il y a une grosse peur qui est là, il y a quelque chose de terrible. Ben, le meilleur moyen de défense, c'est de dire « non, il n'y a absolument rien. Il n'y a rien à voir, circuler. Allez voir plus loin. Il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir. » Donc, ça se peut que c'est ça qui se passe. Des fois, justement, il y a des moments où on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe. Mais encore une fois, et c'est là où on rentre vraiment dans tout le travail, si vous vous ramassez en train de respirer, faites le travail, vous êtes préparé, ça fait des semaines ou des jours que vous attendez, vous êtes enthousiaste, puis là, vous respirez, puis là, d'un coup, ça fait 1 heure, puis il n'y a absolument rien qui se passe. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui monte? Est-ce qu'il y a de la déception? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la peine? Est-ce qu'il y a de la rage? Est-ce qu'il y a de la victimisation? Qu'est-ce qui va se passer à travers ça? Et c'est là où le travail commence. Parce qu'on peut s'observer en train de réagir à ce qui se passe ou qui ne se passe pas. On peut toujours faire un pas en arrière sur notre expérience pour l'observer. On peut toujours faire un pas en arrière, observer. C'est le travail. Et ce travail-là va pouvoir se faire si on est capable de laisser de côté nos attentes. Parce qu'on arrive avec quelque chose, on a l'impression qu'on sait ce que ça nous prend, voici ce que ça me prend, voici ce qui devrait arriver, voici ce que c'est qu'une bonne séance de respiration qui mérite d'être faite. Dans une bonne séance de respiration, il doit arriver telle chose. On a cette idée-là dans notre tête. Hein? Il doit se passer, on veut passer à travers... on est prêt à passer à travers des affaires très difficiles, là, mais on veut qu'il y ait quelque chose qui soigne, qui sorte de l'énergie, qu'on veut qu'il y ait de l'action. Hein?
Puis peut-être que ça va se passer, et ça se passe très souvent. Mais peut-être que ça ne se passera pas du tout. Peut-être que ça va être complètement autre chose qui va se passer. Et si on arrive, et souvent le mécanisme de défense, ça va être de s'accrocher à ce qu'on voudrait qu'il se passe pour pas aller avec ce qui est là. Si on est capable, c'est normal, on a tous des attentes. Et si on est capable de prendre ces attentes, de faire OK, c'est beau, puis d'aller avec ce qui est là, c'est là où ce travail-là est le plus intéressant. Être capable de laisser aller le contrôle pour vraiment embarquer avec ce qui se passe. Ça, c'est l'attitude la plus utile dans ce travail-là. Une façon de conditionner cette... Quelle heure est-il? Ah, c'est bon, merci. Une façon de faciliter cet état d'esprit-là, hein, de laisser les choses aller et d'être prêt à aller avec ce qui se passe. C'est un... En fait, en respiration holotropique, la respiration holotropique, c'est un outil, c'est pas un système de croyance, puis c'est pas une école de pensée, c'est vraiment un outil pour explorer, qui est utilisé par beaucoup de gens dans beaucoup de traditions différentes. C'est quelque chose qui peut très bien complémenter des gens qui explorent des psychédéliques, des gens qui font de la méditation, des gens qui ont des pratiques religieuses, des gens qui font du chamanisme, des gens qui font des thérapies. C'est vraiment un outil qui peut venir compléter très, très bien différentes pratiques. Mais en respiration holotropique, donc, on n'a pas une croyance particulière. On a juste une chose qu'on aime croire, hein, c'est qu'il y a une force qui nous pousse dans la direction de la compréhension, de la guérison, de la conscience, peu importe comment on peut appeler ça. Cette force-là, on appelle ça le guérisseur intérieur. En anglais, on dit le inner healer. Alors, cette force-là, maintenant, on peut la voir à l'œuvre des fois, justement, dans notre système immunitaire, par exemple. C'est-à-dire que si on se blesse, le corps automatiquement va commencer à se réparer. On n'a rien à faire pour ça. Ça se fait tout seul. Alors, on peut dire que c'est juste un automatisme, puis c'est des morceaux qui tombent ensemble comme des dominos à peu près, mais on peut aussi y voir une forme d'intelligence parce que la façon dont ça se répare, ça semble s'adapter aux circonstances. Donc, c'est quand même intéressant. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un mécanisme similaire au niveau de la psyché qui cherche à réparer ce qui est brisé? Peut-être. Est-ce que... mais on a la conviction qu'il y a une force comme ça en respiration holotropique, mais la nature de cette force-là, si on ne se prononce pas sur ça, Grof lui-même refuse volontairement de se prononcer sur ce que lui croit que c'est le inner healer. Est-ce que c'est une force divine extérieure? Est-ce que c'est une fonction psychologique? Est-ce que c'est une extension du système immunitaire? Est-ce que c'est une combinaison de ces trois affaires-là? Ça, on laisse ça absolument libre à vous de décider qu'est-ce que c'est. Mais si vous pouvez juste, même pas y croire, juste émettre, laisser comme possibilité l'hypothèse qu'il y a une force qu'on pourrait appeler le guérisseur intérieur, juste pour la journée de l'atelier. Si vous pouvez juste faire cette espèce de postulat-là, laisser cette possibilité-là pendant la journée de l'atelier, déjà c'est suffisant. Vous n'avez pas à faire plus que ça. Parce que si vous faites ce postulat-là, maintenant, ce qui va vous arriver pendant la respiration, vous allez pouvoir dire « OK, c'est le guérisseur intérieur qui m'envoie ça. » Donc, j'ai plus à juger de ce qui se passe, j'ai plus à juger de la validité de l'expérience, de son importance. Je peux juste dire « OK, c'est ça que j'ai aujourd'hui. » Parce qu'en réalité, ce qu'on voit de l'expérience de respiration holotropique, c'est que l'expérience elle-même est ultimement sans importance. Il y a des gens là, qui vont avoir une expérience absolument fabuleuse, ils vont raconter une rencontre avec une divinité archétypale qui leur a dit à quel point elle était fabuleuse, leur a donné une mission dans l'existence, puis en disant... Donc, on a l'impression que c'est merveilleux, puis c'est une très belle expérience, puis si ça vous arrive, je vous souhaite que vous êtes content pour vous, puis je ne veux pas dénigrer cette expérience-là. C'est une très belle expérience qui peut se produire. Ceci dit, si la personne qui a cette expérience qui est très très belle-là, une semaine ou un mois ou 2 mois après, n'en a rien gardé, il n'y a rien de cette expérience-là qui reste dans sa vie de tous les jours. À quoi elle sert, cette expérience-là? Elle ne sert absolument à rien. C'est une bien belle expérience, mais elle ne sert à rien, elle est inutile. Quelqu'un d'autre peut avoir une expérience qui a l'air comme ça. De juste pendant une demi-seconde arriver à desserrer son ego. Juste une demi-seconde arriver à desserrer son ego, puis c'est tout ce qui est arrivé dans sa journée. Puis un mois après, il y a quelque chose qui se passe, puis il arrive comment desserrer son ego. J'ai comme un muscle, je sais comment desserrer mon ego, je sais comment ça marche. Wow!
Donc, l'expérience insignifiante, si la personne est arrivée et a dit « j'ai eu une expérience insignifiante qui ne sert à rien, puis je suis fermé, puis je m'en vais avant d'avoir même la chance de vivre cette expérience-là, puis je suis fermé avant même », bien, il va avoir perdu une belle capacité. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et la vérité, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas ce qu'on va en tirer dans un mot ou deux. Donc, c'est pour ça qu'il faut arriver là, rester ouvert à tout, en se disant « ça va finir par prendre son sens, je ne le sais pas tout de suite, puis ça a l'air c'est peut-être la chose la plus insignifiante de la journée qui va avoir le plus de sens. » Mais pendant cette journée-là, je peux vous dire une affaire, le guérisseur intérieur va vous envoyer quelque chose, ou il va vous préparer à vous envoyer quelque chose plus tard, ça c'est pas mal sûr. L'expérience montre que ça arrive pas mal souvent. Ça, c'est d'un côté. Si vous arrivez donc dans cette idée-là, normalement, ça devrait être pas mal intéressant, peu importe ce qui se passe ou qui se passe pas, vous êtes capable de rester avec. Deuxième attitude très, très, très utile, c'est ce qu'on appelle être vertical. Il y a plusieurs systèmes de pensée qui vont aborder quelque chose de similaire. Ils vont l'appeler la responsabilité, ils vont l'appeler la conscience, je ne sais plus trop quoi, ils vont appeler ça. Il y a toutes sortes de noms, toutes sortes de façons, mais nous, on utilise en respiration holotropique le terme la verticalité. Disons que le monde horizontal, c'est les gens, les choses, les objets. Hein, c'est le monde dans lequel, comme les boules de billard qui nous frappent dessus, sur lesquelles on réagit. Il y a quelque chose qui se passe, je réagis comme ça parce qu'il se passe telle chose. C'est bien normal quand on conduit une voiture, si quelqu'un nous coupe, si on ne met pas les freins, bien, on va y rentrer dedans. Donc, si un autobus qui arrive, on ne se tasse pas, on se fait frapper. À un moment donné, il faut réagir dans le monde horizontal parce que ben, c'est ça qui se passe. Ceci dit, il y a des fois des choses sur lesquelles on n'a pas toujours à réagir dans le monde horizontal. Pas toujours tout à prendre personnel. Mais bon, dans la vie de tous les jours, c'est plus difficile. Disons qu'on est dans un certain espace, puis on embarque là-dedans. Mais la journée de la respiration holotropique, c'est le grand cadeau qu'on peut se faire aussi, c'est que cette journée-là, on a l'occasion de déploguer le monde horizontal, puis d'y aller juste à la verticale. Qu'est-ce que c'est qu'aller juste à la verticale? Aller à la verticale, c'est s'observer sans avoir besoin de se justifier. Par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un, vous vous mettez en colère à un moment donné, mais là, vous avez besoin de justifier quelque chose de vous qui explique, je suis en colère parce que telle personne a fait telle chose, puis telle chose. Donc, on est en train de tout justifier sa colère sur les actions. En respiration holotropique, s'il y a une émotion qui vous arrive, vous n'avez pas besoin de l'expliquer et de la justifier. Elle est là. Allez-y avec ce qui est là. Si quelqu'un se met à crier dans la pièce, puis ça vous dérange que quelqu'un crie, parce que ça se fait-tu crier en public? Maudit, tu sais. C'est permis en respiration holotropique, tout est permis, presque. Mais si quelqu'un crie dans la pièce et ça vous dérange, bien, au lieu de commencer à dire « Ah, ça ne marche pas pour moi », puis juste justifier votre dérangement, vous sortir de l'expérience par la raison, en train d'essayer de justifier pourquoi ça vous dérange que quelqu'un crie, mais là, c'est ça, vous êtes en train de pas vous rendre service, vous êtes en train de sortir de l'expérience. Mais si au lieu de ça, vous prenez ça comme « Oh, OK, bien là, je suis dérangé. OK, je vais être dérangé. OK, je vais aller dans mon... Pas pourquoi, mais qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'y aller à fond, d'être vraiment dérangé à fond. C'est bon, je vais être là dans l'expérience. Je ne suis pas en train de l'expliquer, la justifier, la rationaliser. Je vais être dans l'expérience, expérimenter. Exemple typique, avec la musique, justement, quelqu'un arrive à un moment donné. Je peux te raconter ton histoire avec la musique? Oui, j'ai la permission. Important, la confidentialité en respiration holotropique. Alors, je demande parce que nous, on fait ça souvent. Donc, ma conjointe va à un module de formation aux États-Unis. Elle trouve... à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait jouer je l'appelle un set de musique de 3 heures, puis elle le trouve absolument merveilleux. Elle décide qu'elle va voir la personne après, puis elle lui achète elle lui dit « Garde, je sais que tu as travaillé fort pour ça, là, mais je sais que la musique ne t'appartient pas, mais j'aimerais ça pouvoir l'utiliser, donc des fois, on va faire ça, on va s'échanger les sets. » Donc, elle part avec le set, puis elle dit « Il est vraiment merveilleux le set. » 1 an plus tard, elle est en train de respirer dans un groupe, on a un petit groupe, elle est en train de respirer, je dis « je vais être content, je vais être avec elle, je vais lui mettre le set de musique qu'elle aime. » Alors, je mets le set de musique, et au bout d'à peu près une demi-heure, elle est dans un tas de colère. Elle me dit « Mais enlève cette musique horrible, ça se peut pas. Là, non, ça se peut pas, enlève cette musique. » Je dis « Mais c'est la musique que tu as choisie. » Donc, hein, la musique, c'est ça. Et bon, l'idée à partir de ce moment-là, la différence, c'est ça. Aller à verticale, c'est rester en colère, embarquer dans la colère, ce qu'elle a fait. Aller à l'horizontale, ça serait comme dire non, s'asseoir, faire ça se peut pas, là, ta musique, il faut que tu changes la musique, puis vouloir se mettre à contrôler la musique parce qu'on voudrait une autre expérience que celle qu'on a. C'est ça un peu la différence. Donc, faire confiance qu'il y a peut-être quelque chose qui s'appelle un guérisseur intérieur, essayer d'être vertical. Si vous arrivez à faire ça, vous allez avoir une expérience absolument incroyable. Je suis pas mal certain de ça. C'est plus difficile que ça en a l'air, mais ça se fait.
Donc, c'est la job comme respirant, rester avec ce qui se passe, essayer d'y aller à fond. Quand on assiste, quand on est accompagnateur, c'est quoi notre travail? Premièrement, les gens vont se dire, ouais, mais là, on est avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. On dit, faut-il y aller avec quelqu'un qu'on connaît? Faut-il y aller à deux nécessairement? Les gens qui arrivent avec des gens qu'ils connaissent et des gens qui arrivent avec des gens qui arrivent tout seuls. Au début de la journée, on va créer des équipes de 2. Si on est un nombre impair, il va y avoir une équipe de 3. Tout le monde va avoir des équipiers et des équipières. Ça se fait toujours de façon absolument magique. Vous êtes au début de la journée, vous ramassez quelqu'un que vous ne connaissez pas, puis vous n'êtes pas trop sûr, ça vous inquiète, bien, vous avez déjà du beau matériel pour travailler avant même d'avoir commencé à respirer. C'est merveilleux. Vertical. Encore une fois, on y va à la verticale cette journée-là. Donc, on se met en binôme. J'aime ça parce que ça fait penser un peu à la plongée sous-marine. La respiration anthropique nous dit que c'est de la plongée dans la psyché. Puis en plongée sous-marine, on y va toujours à 2, on ne va jamais tout seul. Bien, en respiration anthropique aussi, on y va toujours à 2. Toujours quelqu'un qui tient la surface, qui veille à la surface. Donc, on décide qui va respirer en premier, qui va être veilleur, veilleuse. Et donc, disons que l'autre personne respire. Là, on est là. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, idéalement, on ne fait rien. On fait juste être présent, disponible, là. Ça a l'air très facile, mais il faut être là pendant tout le long de la respiration, autant que possible. Présent, disponible. En général, le travail, ça va consister à donner un Kleenex ou donner la bouteille d'eau. Ça, c'est le travail assez typique. C'est pour ça que, par définition, on va faire un contrat assez standard. Par exemple, un geste qui va être comme, vous pouvez choisir un autre geste, mais quelque chose comme ça, si je veux un Kleenex, comme ça, je veux ma bouteille d'eau, si j'ai froid, puis vous voulez une couverture, vous pouvez faire ça. Vous pouvez trouver d'autres gestes aussi qui peuvent fonctionner. Et ça permet justement de, quand on respire, ben on n'a juste pas à ouvrir les yeux, puis parce que là, on est dans une pièce, ça fait une demi-heure qu'on respire, puis là, on est en train, il y a quelque chose qui se passe tranquillement, ça a été long à décoller, mais c'est quelque chose qui se passe, mais là, j'ai soif. Ben là, si j'ouvre les yeux, je regarde dans la pièce, je suis sur ma bouteille d'eau, wow, il y a quelque chose qui se passe. Là. C'est très stimulant tout d'un coup. Toute l'énergie que je viens de construire, en tout cas une bonne partie, est pas mal tombée. Ce que j'ai à faire, c'est ça, je reste avec mon expérience, puis la bouteille d'eau apparaît par magie, je bois, puis je l'envoie. Ça me permet de rester plus dans l'expérience, beaucoup. Ceci dit, si je fais ça, puis je fais ça 12 fois, puis personne ne réagit, ben ça se peut que des fois je le fasse une ou deux fois, puis on n'est pas parfaitement attentif. Il faut être présent, puis des fois il y a un petit délai de réponse. Là. C'est juste que ça fait 5-6 fois que je veux de l'eau, puis j'en ai pas. À un moment donné, je vais ouvrir les yeux, je vais aller chercher ma bouteille d'eau, puis là, c'est ça. Donc, le travail fondamental des veilleurs-veilleuses, c'est donner de l'eau, donner un Kleenex si la personne en a besoin. Aussi, veiller sur l'espace. Parce que des fois, il y a des gens qui peuvent bouger. Par exemple, il y a quelqu'un sur un matelas, puis il y a beaucoup d'action, quelque chose. Il y a des gens, des fois, qui peuvent bouger beaucoup. Ben, il faut s'assurer que personne n'embarque dans l'espace de la personne qui respire. Personne n'a le droit de déranger la personne qui respire. Personne n'a le droit de déranger la personne qui respire. C'est ça la règle. Puis si la personne qui respire bouge beaucoup, ben, l'idée, c'est toujours tenir un coussin quelque part, pas loin de la tête, s'assurer de protéger la tête. Une main qui frappe sur c'est pas cool, mais c'est pas dangereux. La tête, c'est plus dangereux. Donc, toujours protéger la tête. Protéger l'espace, protéger la tête. Puis s'il y a d'autres choses, si quelqu'un commence à être très actif, souvent il y a un facilitateur qui va arriver vous donner un coup de main, vous n'aurez pas à demander. Puis mais si vous avez besoin d'aide, vous pouvez toujours demander aussi. C'est pas mal ça le travail. Aussi, des fois, ça peut être tenir la main. Puis des fois, ça peut être la personne. Moi, c'est déjà arrivé de respirer, que quelqu'un me demande de tenir comme ça pendant 3 heures. Si ça se peut que comme cette chose, vous ne soyez pas confortable de faire ça. Puis vous avez le droit. Je pense que tout le monde est capable de donner de l'eau, puis tout le monde est capable de donner un Kleenex, quelque chose comme ça. Peut-être que prendre un étranger ou une étrangère comme ça va être difficile pour vous. Puis vous n'avez pas à dépasser vos limites. Si la personne qui est avec vous demande quelque chose que vous ne vous sentez pas capable de faire, que c'est trop difficile, vous nous appelez, on a des facilitateurs, puis n'importe quand. Il y a personne qui a joué à Superman, il y a personne qui a dépassé ses limites et à se mettre en danger. Vous faites ce que vous êtes capable de faire, ce que vous sentez à l'aise pour faire, puis s'il y a quelque chose qui ne marche pas, vous nous appelez et on va y aller. C'est ça. Ceci dit, aussi, des fois, ça a l'air d'être beaucoup d'action, mais des fois, ça se pourrait que quelqu'un vous demande absolument rien pendant 3 heures. Puis des fois, on peut avoir ce sentiment-là d'être très inutile ou de s'emmerder. L'idée, c'est de se sentir inutile et rester présent et disponible. S'ennuyer et rester présent et disponible malgré tout. Des fois, ça peut même être déclenchant parce que la personne qui respire va avoir l'air de souffrir.
Puis là, d'un coup, on ne se fait rien demander. C'est dur de voir quelqu'un qui est dans un état, qui a l'air d'être dans un état de souffrance, parce qu'on ne peut pas savoir ce qui se passe pour la personne, et de rien faire. Des fois, j'ai vu des gens être complètement déclenchés dans un sentiment de presque comme si je peux pas, c'est cruel de laisser la personne, faut que. Et si la personne, la règle en respiration holotropique, c'est si on ne vous demande pas, vous ne faites rien. Facile. Parce que vous, quand vous allez respirer, vous allez voir, si vous ne demandez pas, on n'y va pas. Ça, c'est la règle très importante. C'est vous qui contrôlez votre espace. Alors, si vous demandez quelque chose, on va aller vous voir, on va répondre. Et si vous ne demandez rien, on n'ira pas vous voir. On ne peut pas lire les pensées. Et donc, si vous avez besoin d'aide à un moment donné, ou si vous sentez que vous avez besoin d'aide, il faut que vous le demandiez. Ça peut être très facile. Il y a des gens qui n'ont pas de misère à demander de l'aide. Il y a des gens pour qui ça va être terrible. Moi, ça m'a pris à peu près 8 séances de respiration avant de pouvoir demander de l'aide. Ça a pris du temps. Mais ça a été une très belle victoire quand j'y suis arrivé. Alors, je vais enlever cette victoire-là à personne, ça c'est sûr. Et surtout parce que, comme facilitateur, on ne lit pas les pensées. Stan Grof, c'est un gars qui est très, très, très brillant, puis il a une énorme expérience, puis il va dire lui-même qu'il ne sait jamais ce qui se passe pour une personne qui respire. Donc, il y a des gens, des fois, vous allez voir à la fin de la journée, les gens qui vont, le partage qu'on va faire, il y a des gens qui vont peut-être avoir bougé, là, qui ont l'air possédés par le démon, là, puis ils vont dire « Oh, j'ai une petite douleur dans le coude, pas grand-chose qui se passe. » Puis il y a d'autres personnes qui n'auront pas bronché un sourcil, puis qui vont raconter, puis avoir été démembrés aux enfers, ramenés dans un voyage archétypal, chaman. Je veux dire, quand on entend ces histoires-là, après ça, on arrête d'essayer de deviner ce qui se passe pour quelqu'un qui est couché puis qui respire, parce qu'on peut juste pas le savoir. Alors, la meilleure chose, c'est d'essayer « cette personne, il est arrivé de telle chose, cette chose. » La meilleure expérience, c'est de se faire ne rien penser, ne rien juger, ne rien essayer de deviner, juste être présent, disponible. C'est un très, très bel exercice. Moi, c'est la chose qui m'a gardé en respiration holotropique, parce que mes premières respirations, il ne se passait absolument rien, sauf la frustration qu'il ne se passe rien. Et comme accompagnateur, c'était une expérience très, très intéressante d'être là, présent, disponible pour quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est quand même quelque chose. C'est différent, même les gens qui sont parents, là, qui sont capables de s'oublier pour d'autres, c'est pas la même chose. C'est très différent comme expérience. C'est une présence. On n'a rien à faire. Comme parent, il faut toujours qu'on intervienne, il faut qu'on interprète, là, il faut qu'on devine ce que l'enfant veut. Mais là, c'est pas ça du tout le travail. Le travail, c'est la disponibilité, la présence. Très intéressant. Et ça, vous allez voir, c'est important parce que si ça arrive, si vous êtes en train de respirer puis quelqu'un rentre dans votre bulle, ça peut être vraiment vu comme une agression. Ça peut être vraiment très choquant. Ceci dit, ça peut arriver que quelqu'un rentre dans votre bulle, c'est-à-dire si à un moment donné, vous bougez trop de façon à peut-être vous mettre physiquement en danger ou à dépasser votre espace ou à déranger d'autres. Là, à ce moment-là, on va peut-être vous rappeler juste de peut-être trouver d'autres façons de travailler avec cette énergie. On ne veut pas vous arrêter dans rien, on veut que vous en fassiez plus avec tout. La seule chose qu'on ne veut pas, c'est se faire mal, puis je vais vous expliquer tout le contrat qu'on va faire le matin, qu'on fait le matin typiquement d'une respiration. Le matin, une respiration, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un contrat en 4 morceaux. Première chose, c'est confidentialité, très important. Votre expérience vous appartient, l'expérience des autres personnes leur appartient. Donc, ce qui se passe dans une salle de respiration, on reste dans une salle de respiration. Deuxième chose, rester jusqu'à la fin de l'expérience. Ça se peut que quelqu'un voit une respiration, trouve ça très impressionnant, puis essaie qu'il veuille partir. Bien, je pense que ça pourrait être intéressant. On va forcer personne à rester, mais ça pourrait être intéressant au moins de juste rester présent, ne serait-ce qu'assis et observer ce qui se passe pour la deuxième partie de la journée. Parce que si quelqu'un s'en va complètement déclencher dans la journée, ça va déséquilibrer les équipes, ça va inquiéter. Puis je pense que c'est possible de rester. Donc, on reste jusqu'à la fin. Troisième chose, pas se faire de mal à soi ou aux autres. C'est normal, on tombe dans un espace où on veut certainement toucher quelque chose, une vibration en tout cas qui vibre sur l'espace de la guérison des fois, donc si on se fait du mal, ça va être très difficile. Ça inclut des fois, on peut manifester la colère, puis même taper sur un oreiller comme ça, on peut se faire très mal. Si on tape assez fort, il y a des façons d'explorer la colère, même des états de rage profonde qui sont tout à fait sécuritaires pour le corps. Donc, si on voit que vous entrez dans une zone comme ça, l'idée, c'est pas de vous empêcher de vivre ça, c'est de vous trouver une façon qui n'est pas dangereuse de vivre. Oui? C'est quoi ces façons?
Ben, par exemple, immobiliser quelqu'un au sol, ça va permettre à quelqu'un. La question, c'est comment on peut aller vivre des états de rage ou de colère. Ben, ça va être, par exemple, être immobilisé au sol. Par exemple, on va être deux facilitateurs, se coucher sur les épaules de quelqu'un, tenir la personne avec des coussins. Et donc, cette personne-là peut y aller sans aucune retenue, s'abandonner à détruire le cosmos et ça ne fera pas de mal, puis ne nous fera pas de mal non plus. Donc, ça peut laisser. L'important, c'est de laisser sortir l'énergie. Hein? C'est de la laisser. Donc, c'est une des façons. Il y a plusieurs façons de travailler avec ces énergies. Si la personne est en train de vivre quelque chose comme ça, on vous appelle. De toute façon, s'il y a beaucoup de mouvements où ça commence à être très. Quelqu'un qui va avoir bougé dans la rage risque d'avoir beaucoup de mouvements, donc on risque souvent d'être dans le coin, mais vous pouvez toujours appeler un facilitateur. Donc, ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, donc la troisième chose, c'est ça, de ne pas se faire de mal à soi ou aux autres. Ça inclut aussi rien lancer dans la pièce, même un coussin, même un Kleenex ou n'importe quoi. Parce que quelqu'un qui est en train d'avoir une expérience de communion avec la divinité puis qui prend un Kleenex dans la face, ça peut être ordinaire. Donc, puis la quatrième chose, c'est, ben, des fois, on va dans des zones qui, je veux dire, on va dans notre psyché, donc c'est sûr que la sexualité, ça fait partie de notre existence. Hein? Donc, ça se peut qu'il y ait quelque chose qu'on a exploré dans cette zone-là. L'idée à ce moment-là, c'est d'inclure personne d'autre dans cette exploration-là, parce que comme tout le monde est dans des espaces différents, il ne peut pas avoir de consentement pour rien. Donc, puis je dis ça même aux gens qui sont partenaires dans la vie. Là, souvent, il y a des gens qui vont être conjoints et qui vont respirer ensemble. Même dans ces conditions-là, c'est pas suggéré non plus. Donc ça, c'est le contrat typique qu'on signe au début de la journée de respiration. C'est les règles. Mais tout le reste, tout ce qui est pas dans le contrat est permis. Alors, ça en fait quand même pas mal. Vous avez pas mal de choses qui sont permises. Donc, je vais expliquer plus de détails la journée de l'atelier, c'est-à-dire, par exemple, si on va à la salle de bain en général, quand on est setter, ben, on va à la salle de bain, il faut se faire remplacer par un facilitateur, parce que la règle aussi, c'est qu'on ne laisse jamais quelqu'un respirer tout seul. On ne laisse jamais quelqu'un tout seul avec la respiration. Hey, salut! C'est Philippe, co-facilitateur. Donc, on a fait le tour essentiellement de l'expérience de respiration. Là, je voulais peut-être parler de la carte de la psyché. OK. Alors, il nous reste mon timing est pas mal. Il nous reste une demi-heure pour parler. Je vais aller un peu plus rapidement, mais ça va être plus 15 minutes. Je vais aller plus rapidement. On va parler de la carte de la psyché selon Stan Grof. Ça, la carte de la psyché, c'est intéressant parce que il y a une infinité de choses qui peuvent se passer pendant une journée de respiration. Et souvent, le problème, c'est que notre esprit a tendance à vouloir expliquer rapidement les affaires, puis à limiter les affaires. Et c'est intéressant parce que la carte de la psyché de Grof, ça a tendance à faire... Le monde est beaucoup plus bizarre et grand qu'on peut le croire. Et ça nous permet de laisser les expériences aller sans trop les juger, sans trop les expliquer, puis ça nous donne un grand territoire pour naviguer, disons. Donc, une des grandes contributions de Stan Grof, à mon avis, une contribution qui devrait et qui va sûrement passer à l'histoire, puis qui va l'amener dans la conversation avec les Freud, les Jung et compagnie, c'est sa carte de la psyché. Ça, c'est arrivé après avoir donc suivi beaucoup de sessions sur les psychédéliques et en respiration holotropique, dans l'état de conscience non ordinaire. À un moment donné, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même des grandes familles d'expériences qui se répétaient d'une fois à l'autre. Et à ce moment-là, il a décidé il s'est rendu compte que le problème, c'est un problème de cartographie. Déjà, c'est quand même assez original comme solution au problème. Le problème, c'est un problème de cartographie. Et il s'est dit, c'est parce qu'il y a trois univers qui semblent coexister, qui sont un peu... qui sont pas parfaitement hermétiques, mais qui ont l'air de fonctionner comme en parallèle. On n'est pas juste dans un univers, on est comme dans trois univers en même temps. Trois qualités d'expérience fondamentales. La première, on la connaît bien, c'est le monde biographique. Le domaine biographique, c'est le domaine qui est déjà reconnu par la médecine, la psychiatrie, la psychologie, qu'on connaît bien. C'est tout ce qui nous est arrivé dans notre vie, c'est-à-dire dans quel pays on est né, est-ce qu'on était riche ou pauvre, est-ce que nos parents s'aimaient pas, est-ce qu'ils étaient en santé, pas en santé, est-ce qu'on était victime d'intimidation quand on était petit, est-ce qu'on a de la facilité à l'école, est-ce qu'on était malade, est-ce qu'on a des frères et des sœurs. Donc, toutes ces histoires-là qui se passent, puis effectivement, on peut pas nier que ça a une importance sur notre psyché, ça serait un peu stupide de le faire. Ça, définitivement, ça a de l'importance. Je n'irai pas beaucoup là-dedans parce on connaît déjà ça, ça fait partie de la conversation. Donc, ça, on appelle ça le domaine biographique. Mais il y a deux autres grands domaines d'expérience qui sont extrêmement importants et qui font peut-être partie de toutes les expériences qu'on vit, mais on est tellement
juste sur le monde biographique qu'on les oublie, on les néglige tout le temps. Premier de ces domaines-là, c'est le domaine périnatal, et le deuxième, c'est le transpersonnel. Je vais parler du périnatal un certain temps parce qu'il mérite et qu'il est méconnu. Le domaine périnatal, c'est tout ce qui se passe, disons, entre peut-être la conception et les premières semaines, premiers mois après la naissance, et ça culmine évidemment autour du phénomène de la naissance lui-même, qui est un moment assez spectaculaire. Évidemment, c'est en train de changer. À l'époque, la première personne qui a parlé de ça s'appelait Otto Rank. C'était un disciple de Freud, un jeune mais brillant, qui était considéré pas mal comme le dauphin de Freud à l'époque. Tout le monde disait, mais c'est notre génie de la mythologie, c'était un peu lui le successeur non officiel de Sigmund. Mais toujours est-il qu'il est arrivé en 1929, puis il a finalement publié quelque chose après de longues discussions en train de dire c'est bien le complexe d'Édipe, mais il y a un traumatisme beaucoup plus fondamental. Ça, c'est beaucoup plus fondamental que le complexe d'Édipe, c'est la naissance. Alors, quand il a publié son livre de traumatisme de la naissance en 1929, il s'est fait expulser de l'école de Vienne, mais alors là, de façon absolument spectaculaire. C'est devenu un hérétique et persona non grata. Ceci dit, ses travaux étaient davantage mythologiques, mais ont un intérêt quand même, parce qu'au 20e siècle, en fait, il disait que les conditions de la naissance ont une importance sur notre représentation mythologique. C'est quand même le cas parce qu'au cours du 20e siècle, on a un énorme changement sur les conditions de la naissance, c'est-à-dire qu'on est passé de naître dans des milieux, dans les résidences, chez les gens, par des sages-femmes, ou à la limite dans les hôpitaux, mais c'était une histoire de sages-femmes. Et on est arrivé justement massivement pour se mettre à naître dans les hôpitaux de façon médicale. Et pour la première fois, il y a une nouvelle créature mythologique qui est apparue au 20e siècle, c'est l'extraterrestre. Alors, si on regarde ce qui est naître dans un hôpital, ça ressemble beaucoup à la description d'un enlèvement par des extraterrestres. Une grande lumière, des gens gris-bleus avec des grands yeux, des lumières fortes. Imaginez-vous, là, sur une table d'opération, vu par un bébé qui arrive, qui voit quelque chose pour la première fois. C'est pour que ça reste comme ça. Alors qu'avant, les apparitions, toujours quand on avait des expériences extrêmes, l'apparition, c'était la Vierge de ci, la Madame, la Madone, de toutes ces choses-là. Ben, c'est sûr, parce que la première personne qui nous accueillait, la portière, ben, c'était presque toujours une femme, une femme qui avait souvent un certain âge, parce que la sage-femme en chef, c'était toujours une sage-femme, une femme qui a de la sagesse. Donc, ça faisait partie de nos représentations. Et donc, ce personnage-là a été beaucoup tassé au profit de l'extraterrestre au cours du 20e siècle. Donc, il y a définitivement un changement mythologique qui s'est produit important, dont on mesure probablement pas encore toute l'importance. Ceci dit, les images de naissance font partie de nos films, de notre cinéma. Dès que vous regardez un film de science-fiction, dès qu'on tombe dans le fantastique, dès qu'on trouve dans quelque chose qu'on est obligé de représenter, vous allez voir, on passe par des métaphores de la naissance. Moi, je suis plus capable de regarder un film sans faire si on regarde tous les films de Matrix, les films d'horreur, des choses comme ça, c'est bourré de métaphores de la naissance. Bon. L'idée, c'est, malgré l'absence de millénisation, de blabla et tout le kit, qui semble d'ailleurs pas essentiel, parce qu'on se rend compte que la mémoire, ça n'est pas qu'une chose. De plus en plus, les théories vont vers le fait qu'il y a des mémoires, beaucoup de différentes mémoires qui procèdent de façon différente. Et est-il possible que l'événement qui survient au début de notre vie, qui nous transforme le plus radicalement et qui survient au moment où on est le plus sans défense, laisse des traces? Ça se peut. Donc, l'histoire, et Groff s'est beaucoup intéressé à ça, mais c'est surtout parce que c'est des qualités d'expérience qui nous habitent dans à peu près tout ce qu'on fait. Et Groff a divisé, et ça c'est un très beau travail qu'il a fait, il a divisé la naissance en 4 étapes, 4 grandes qualités de l'expérience périnatale. Puis il appelait ça les 4 matrices périnatales. La première, c'est la matrice dite océanique. C'est la partie, puis là je vais vous raconter en fait l'histoire de la naissance idéale, hein, parce que la naissance, c'est ce que c'est, hein, mais parlons de la naissance idéale, parfaite, magnifique, splendide. Donc, dans le cas idéal, le bébé, la conscience émerge quelque part, on ne sait pas trop d'où, de la nuit des temps. Elle émerge, on ne sait pas d'où elle arrive, mais bon.
Et on a une conscience de se sentir bien, aimé, porté, on flotte dans l'eau, on est uni avec tout, on est nourri, logé, au chaud, aimé, on entend une voix magnifique à travers, on entend un cœur battre, il y a quelque chose de splendide, wow, super, ça c'est la matrice océanique. Si vous êtes bien quand vous êtes dans l'eau, dans les bains flottants, des choses comme ça se peut que vous ayez une bonne impression de la matrice océanique. Si c'est quelque chose qui suscite au contraire une attaque de panique, ça pourrait être intéressant de voir qu'est-ce qui s'est passé avec cette période-là. On est encore dans la naissance idéale, ça dure un grand bout de temps. À un certain moment, les contractions commencent. Alors, on est dans la naissance, même la naissance idéale, ça c'est un moment cauchemardesque. Hein? On est jeté hors du paradis terrestre. Ce monde-là qui nous fournissait tout, qui veillait à nous, tout d'un coup nous écrase et nous rejette. Évidemment, le but de l'affaire, c'est de tourner le bébé pour le mettre dans la position optimale pour la naissance, mais le bébé ne peut pas comprendre ça du tout. Ce qu'il comprend, c'est que tout d'un coup, ça fait 40 livres de pression au pouce carré. Si vous faites ça à un bébé, on va probablement vous envoyer en prison pour voie de fait. Mais c'est ça que fait le corps dans sa furie biologique. C'est un moment furieux d'une violence inouïe. Pas de méchante, il n'y a aucune méchanceté là-dedans, mais c'est très violent la naissance. C'est un changement dramatique. Et le bébé donc, se fait écraser. Donc, je pense que notre terre universelle étant terre vivant doit venir de ce souvenir-là. L'idée d'être impuissant, immobile, incapable de faire quoi que ce soit, figé, tout ce sentiment, tout ce qui va être l'impuissance, l'incapacité à bouger, la dépression, ça résonne beaucoup dans cette expérience fondamentale-là. À un certain moment, le mouvement commence. Alors là, c'est un mouvement vers la sortie. Donc, il y a du travail. La mère travaille, mais le bébé aussi, il travaille avec tout ce qu'il a quand même. Il n'a pas des gros muscles, mais il est fait aller autant qu'il peut parce que c'est une question de vie ou de mort. Il sent vraiment, là, depuis qu'il s'est fait compresser, il sent qu'on n'est plus en train de rigoler. C'est une question de vie ou de mort. Et donc, ça se passe, la sortie se fait dans, évidemment, tous les fluides corporels imaginables. C'est pas propre, hein? Ça peut, mais la plupart du temps, ça va être quand même assez messy. Et donc, ce travail-là se fait donc, dans une espèce de violence, c'est des images aussi d'écorchement, de feu, des images des traversées des enfers. Les tortures infernales vont souvent faire référence à ces moments-là. C'est le moment où on va solliciter ses énergies dans un but. Hein? Et donc, là, c'est le travail qui se fait. Beaucoup d'énergie qui se dépense dans ça. Troisième matrice. Quatrième matrice, c'est la sortie, la libération. Enfin, je suis libéré, je suis sorti, mais au prix de quoi? De tout ce que je connais. Toute mon expérience du monde est là tout d'un coup transformée. J'étais du liquide, là, je suis rendu, je respire de l'air, je voyais pas grand-chose, juste des ombres, puis un peu, peut-être des petites lueurs qui bougent. Là, d'un coup, il y a des grosses lumières, il y a des gens qui me touchent, il y a du mouvement, il y a de l'espace partout. C'est un traumatisme spectaculaire, inimaginable, une transformation comme aucune expérience après dans notre vie va se produire. Il n'y a aucun moment où il y a un avant et un après aussi définitif que ça. Et ça nous arrive au moment où on est le plus démuni. Qu'est-ce qui va guérir ce traumatisme-là? Si on a la chance d'avoir le contact aimant avec la mère, qu'on reconnaît, qui nous aime, qu'on aime. Ça vient donner du sens à cette épreuve. Quand on parle de résilience, c'est pas mal là que c'est programmé, la résilience. Quelqu'un qui, après une naissance beaucoup plus mécanique, clinique, qui se ramasse dans un incubateur pendant 2 mois, va peut-être avoir un petit peu plus de difficulté à tomber sur sa résilience après. Quelqu'un qui, après cette affaire-là, justement, la mère est sous anesthésie sans va peut-être avoir plus de difficulté des fois à toucher sa résilience. Dans mon cas, quelqu'un qui a le cordon ombilical autour du cou, quand c'est le moment de commencer à se battre pour la sortie, pour faciliter son énergie, bien, si vous vous battez et qu'il n'y a plus d'oxygène qui passe, vous avez les bras qui font ça. Donc, la capacité à aller solliciter son énergie quand vient le temps de se battre, puis de se démener, puis de mettre l'énergie, ça peut être un certain défi. Donc, vous voyez, c'est le genre de choses après ça dans notre vie. C'est pour ça que c'est important de connaître les conditions de sa naissance. C'est pas se trouver des excuses après pour ce qui ne marche pas. C'est comprendre comment le pattern qu'on impose sur les choses, c'est la première expérience, elle va venir conditionner toutes nos autres expériences. On va le répéter. Dès qu'on va faire du nouveau, dès qu'on va être challengé, dès qu'on va être mis en situation, on va tendance à répéter la façon dont on est né.
Donc, si on veut justement éviter de toujours répéter la même affaire, ça peut être très intéressant d'essayer de le connaître pour justement essayer d'arriver à trouver des façons de changer certains de ces éléments-là. Donc, c'est ça le domaine périnatal. Pas pire. Le domaine périnatal, ben, c'est ça. Donc, les expériences qu'on a des fois, ça peut être intéressant parce que, justement, on ne sait pas ce qui se passe. Et donc, justement, il y a des choses qui se passent. Il faut rester éveillé ou peut-être que ça vibre sur cette qualité d'expérience-là, l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc, on n'aura pas de mots pour. Il y a quand même quelque chose dans l'expérience qui semble familier. Une combinaison synesthésique d'émotions, de sensations physiques, de perceptions. Donc, ça, c'est le deuxième domaine, le domaine périnatal. Je vous encourage à réfléchir, à poser des questions si vous avez la chance de pouvoir connaître les conditions de votre naissance. Sinon, ça arrive, il y a des gens qui sont adoptés, qui ne peuvent pas le savoir, mais on a quand même une naissance dont on a une expérience et une mémoire qu'on peut retrouver soi-même, elle nous appartient entièrement, puis on peut la retrouver au moins en partie, puis des fois en tout, dans des expériences comme la respiration, d'autres expériences d'état de conscience non ordinaire. L'autre domaine d'expérience qui peut se produire, si les deux premiers domaines, le domaine biographique et le domaine périnatal, sont vraiment liés à nous, à notre ego, à notre corps, on a un lien vraiment physiologique, expérientiel avec ça, bien, le dernier domaine peut faire sourciller plus parce qu'il fait appel à des domaines où on n'a pas nécessairement de connexion avec nous. C'est des domaines qui dépassent l'individu, qui sont transpersonnels. Il faut être ouvert à la possibilité qu'on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Puis que peut-être que la conscience, le modèle qu'on essaie de nous faire avaler, c'est le modèle que c'est des propriétés chimiques du cerveau qui créent la conscience. Ce qui semble, en tout cas, ce qui me semble assez peu satisfaisant intellectuellement, assez peu satisfaisant spirituellement, puis qui n'a aucune base scientifique, qui n'a aucune expérience, qui n'a jamais démontré rien qui ressemble à ça. C'est une théorie, c'est une thèse, c'est une hypothèse. L'hypothèse, d'autres hypothèses qui sont très intéressantes, que moi je trouve plus fascinantes à utiliser, c'est la métaphore de la télévision. Hein? Parce qu'une des expériences dans lesquelles les neurologues vont dire la démonstration que la conscience est dans le cerveau, c'est que si on vient modifier la chimie du cerveau, on vient modifier le fonctionnement du cerveau, clac, ça change la conscience. Si on va changer la fonction de votre téléviseur, on va jouer avec certains récepteurs, des affaires comme ça, l'image et le son vont changer, ça ne veut pas dire que l'émission vient de la télé. L'émission, elle vient d'où? L'émission, elle vient d'ailleurs. Puis elle vient-tu d'une antenne quelque part, ou elle vient des gens qui l'ont créé, l'émission, puis qui l'ont filmé, puis des gens qui l'ont réfléchi, puis qui l'ont pensé, puis qui l'ont conçu, puis d'où est-ce qu'elle vient, l'émission? Elle vient de... Ça devient flou d'où ça vient, la frontière où ça commence, où ça finit. Oui, la télé a une partie, la réception en fait partie, mais donc peut-être que la conscience, peut-être que notre cerveau, c'est juste une antenne à conscience. Peut-être qu'on participe de la conscience plus qu'on la crée. Dans cette hypothèse-là, ça nous permet beaucoup plus de comprendre les expériences transpersonnelles, ces expériences-là qui n'ont aucun lien avec nous. L'idée d'une vie antérieure, d'une vie autre, de connecter avec des animaux, de connecter avec des forces naturelles, de connecter avec des plantes, avec de l'énergie, de l'amour universel, qui sont des expériences qu'à peu près tout le monde vit à un certain moment, à un certain degré ou à un autre. Il semble qu'on soit capable de vivre des expériences qui ne sont pas juste limitées à notre ego, notre corps biologique, puis notre fonction de survie d'individu. On est plus que juste un individu. On est, Philippe dit souvent, un nous. Il y a une partie de l'être humain qui est dans le nous, qui est dans l'ensemble. On n'est pas juste un individu, on est aussi une partie collective, on est une partie qui est encore plus mystérieuse que ça. On est de la chimie, on est de la physique, on est de l'énergie, on est de l'humain, on est du biologique, on est du mâle, du femelle, de tout ça en même temps. Et des fois, dans les expériences, c'est ces choses-là qui peuvent se manifester. Donc l'idée, c'est rester ouvert à ce qui se passe, essayer de ne pas juger, pas comprendre, puis se dire, OK, peut-être que c'est ça qui est en train de se passer. Et l'expérience, à ce moment-là, le transpersonnel, c'est l'espèce de grand tiroir dans lequel on va mettre tout ce qui est autre dans les expériences qui ne sont pas liées directement avec nous comme je, petit ego, pensant ou dépensant. J'ai oublié quelque chose. Pendant le travail corporel. Oui, mais ça, je vais le répéter samedi matin. Okay. Alors, c'est pas mal ça que conclut
notre présentation aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je vais mettre fin au Facebook Live. Bonsoir.